Je m'appelle Damien. J'ai 36 ans, et depuis 8 ans, j'ai été le distributeur automatique de ma famille. Le genre de distributeur où l'on retire de l'argent sans jamais dire merci. Le genre qu'on vide sans jamais le remplir. Le genre dont on n'admet même jamais l'existence. Je travaille comme analyste financier pour une société d'investissement de taille moyenne au centre-ville de Lyon. Un bon poste, un revenu stable, pas de drame. Le genre de carrière qui ne fait pas les gros titres, mais qui paie les factures et construit un avenir. Ma femme, Chloé, et moi avons une fille de 9 ans nommée Sophie. Elle est calme, adore lire et collectionne les coquillages de chaque plage que nous visitons. Nous vivons dans un modeste 3 pièces à l'autre bout de la ville, loin de la maison de mes parents où mon jeune frère, Kevin, se présente encore chaque dimanche pour le dîner comme un roi visitant son royaume. Kevin a 32 ans, 4 de moins que moi, mais il a en quelque sorte vécu toute une vie à mes frais sans que personne ne s'en aperçoive. Il conduit une Audi Q5 argentée, élégante et impeccable, le genre de voiture qui fait tourner les têtes sur les parkings. Du moins, les mensualités proviennent d'un compte que j'ai mis en place il y a des années, transférant discrètement des fonds le premier de chaque mois. Il a terminé son MBA l'année dernière dans une prestigieuse école de commerce qui coûte plus que le salaire annuel de la plupart des gens. J'en ai couvert 70% par des virements silencieux, étiquetés comme des prêts qui n'étaient jamais censés être remboursés, jamais mentionnés lors des réunions de famille, jamais reconnus dans ses récits de réussite. Son fils, Ethan, a 13 ans. Gâté comme je ne l'ai jamais été. Portant des baskets de marque que j'ai indirectement achetées. Utilisant un téléphone que j'ai indirectement financé. Vivant une vie bâtie sur un soutien invisible qu'il n'appréciera jamais. Mes parents adorent Kevin. Ils l'ont toujours adoré. C'était le petit dernier, le charmeur, celui qui les faisait rire aux réunions de famille pendant que j'étais assis dans un coin à faire mes devoirs ou à aider à faire la vaisselle que personne d'autre ne voulait toucher. Quand il a eu son bac, ils lui ont organisé une fête avec un traiteur et une salle louée, invitant la moitié du quartier. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire en finance avec mention très bien, ils m'ont emmené dans une chaîne de restaurants et ont partagé l'addition en 3. Je ne me suis jamais plaint. C'est ce que font les grands frères, non? On fait de la place, on subvient aux besoins, on reste silencieux parce que maintenir la paix est plus facile que de demander pourquoi. On est toujours la pensée après coup, toujours le personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Il y a 8 ans, Kevin m'a appelé à minuit. Sa voix tremblait, désespérée d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Il avait été accepté dans un programme de MBA de haut niveau, le genre qui ouvre des portes et construit des carrières, mais il n'en avait pas les moyens. Nos parents étaient déjà à court d'argent avec leurs prêts immobiliers et leurs dettes de carte de crédit. Il avait besoin d'aide. Juste cette fois, disait-il, juste pour commencer. Après ça, il se débrouillerait tout seul. Il l'a promis. Je l'ai cru. J'ai mis en place des virements automatiques. 2 000 € par mois pour les frais de scolarité, déposés directement sur son compte étudiant, et 800 autres pour sa location de voiture, quand il a dit que les transports en commun étaient indignes de son image professionnelle et nuiraient à ses opportunités de réseautage. 300 € par-ci par-là pour les factures quand il prétendait que son salaire était en retard, les primes d'assurance, les frais de l'école privée de son fils, des soins dentaires d'urgence, des meubles quand il a déménagé dans un appartement plus agréable. Je n'ai jamais demandé de nouvelles. Je n'ai jamais vérifié s'il me remboursait. J'ai simplement gardé le robinet ouvert parce que c'est ce que fait la famille. C'est ce que je me disais chaque mois en approuvant un nouveau virement. Chaque fois que je voyais mon compte d'épargne se vider, tandis que ses réseaux sociaux montraient des week-ends à l'étranger et des repas au restaurant, Kevin ne mentionnait jamais l'argent. Pas au dîner, pas aux anniversaires, pas quand il publiait des photos de ses week-ends dans des stations balnéaires ou des livraisons de nouveaux meubles parfaitement mis en scène pour Instagram. Dans les conversations familiales, il est devenu le self-made man, le gars qui a réussi grâce à son travail acharné, sa stratégie et ses décisions intelligentes. Mes parents rayonnaient de fierté chaque fois qu'il parlait de ses projets de carrière ou de ses idées d'investissement, hochant la tête comme s'il prêchait l'évangile. Et moi, j'étais le stable, le fiable,
Celui qu'ils appelaient quand ils avaient besoin de quelqu'un pour faire les courses, aider à déménager des meubles ou réparer un problème informatique. Jamais le célébrer, jamais l'histoire à succès. Je me disais que ça n'avait pas d'importance. J'avais Sophie. J'avais Chloé. J'avais ma propre vie tranquille. Je n'avais pas besoin d'applaudissements ni de reconnaissance. J'avais juste besoin de savoir que j'avais aidé quelqu'un que j'aimais à construire quelque chose de mieux. Je pensais que c'était ça, la famille. J'avais tort. La trahison a commencé avec un gratin dauphinois. Les dîners du dimanche chez mes parents étaient une tradition que personne ne remettait en question. Ma mère préparait des repas élaborés. Mon père servait du vin et racontait les mêmes histoires. Et Kevin arrivait en retard, débarquant avec une excuse sur les embouteillages ou un appel professionnel qui ne pouvait pas attendre. Ce soir-là, Chloé n'a pas pu venir. Une urgence au travail, une crise de dernière minute qui nécessitait son attention. Donc, il n'y avait que moi et Sophie, assises à la longue table en bois pendant que mes parents s'agitaient autour de Kevin et Ethan comme s'ils étaient des dignitaires en visite qui nous honoraient de leur présence. La maison sentait le beurre et l'ail. La table était dressée avec la belle vaisselle, celle que ma mère n'utilisait que pour les grandes occasions, bien que chaque dimanche avec Kevin semblait être une occasion spéciale. Des bougies vacillaient au centre. Une musique douce provenait de l'enceinte de la cuisine. Sophie avait apporté son livre préféré, un roman fantastique sur des dragons et des royaumes. Elle lisait tranquillement à table avant le dîner, ses jambes se balançant sous la chaise, perdue dans son propre monde. Ethan est passé à côté d'elle, lui a arraché le livre des mains sans prévenir et l'a jeté par terre comme si c'était un déchet. « Pourquoi tu lis ce truc de bébé ?» Sophie s'est figée. Son visage est devenu rouge, de cette nuance particulière d'embarras qui vient quand on est humilié par quelqu'un de plus âgé. Elle n'a pas pleuré, n'a pas discuté. Elle a juste fixé le livre par terre, comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit de le ramasser, comme si elle avait fait quelque chose de mal simplement en existant dans le même espace que lui. Je me suis levée et je me suis approchée, gardant ma voix calme et mesurée. Ethan, ramasse le livre et rends-le lui. Il m'a regardé comme si je venais de lui suggérer de nettoyer des toilettes à main nue, son visage se tordant entre le choc et le dégoût. Pourquoi je ferais ça? C'est juste un livre stupide. Parce qu'il n'est pas à toi. Ramasse-le. Kevin a ri de l'autre côté de la pièce. Pas un rire nerveux, pas une déviation inconfortable. Un vrai rire amusé, comme si tout cela n'était qu'un amusement inoffensif. Des enfants qui font des bêtises. Rien de sérieux. Ma mère mettait la table, souriant doucement comme si ce n'était que des gamineries qui passeraient en 5 minutes. Ethan a ramassé le livre et l'a jeté sur les genoux de Sophie. Pas tendu. Jeté. Heureux maintenant, tonton le fauché? La pièce est devenue silencieuse. Pas le genre de silence qui vient du choc ou de l'horreur. Le genre qui vient des gens qui retiennent leur souffle, attendant de voir si quelqu'un va réagir. Attendant de voir si la tension va se briser ou s'intensifier. J'ai regardé Kevin. Il était adossé à sa chaise, les bras croisés, un sourire narquois aux lèvres, comme si son fils venait de raconter une blague intelligente, comme si tout cela faisait partie d'un jeu que je ne comprenais pas. Ethan, excuse-toi. Kevin se leva lentement, toujours souriant, agissant toujours comme si c'était une réaction excessive et ridicule. Pourquoi? Il est juste honnête. Sophie doit apprendre que le monde n'est pas tendre. Tu ne peux pas la couver éternellement, Damien. Le monde réel se fiche des sentiments. Mon père s'est raclé la gorge mais n'a rien dit, il a simplement attrapé son verre de vin et a bu une longue gorgée, les yeux fixés sur la table. Ma mère a apporté le gratin dauphinois, fredonnant doucement, prétendant n'avoir pas entendu un mot, prétendant que son petit-fils ne venait pas d'insulter sa petite-fille à sa propre table. Les yeux de Sophie se remplissaient de larmes. Elle ne regardait pas Ethan. Elle me regardait, attendant que je règle la situation, attendant que je rétablisse l'ordre, attendant que quelqu'un, n'importe qui, la défende. Je me suis agenouillée à côté d'elle, j'ai posé ma main sur son épaule. « Ça va, ma chérie ?» Elle a hoché la tête, mais sa lèvre tremblait, ses mains agrippant le livre comme une bouée de sauvetage.
Je me suis relevée, me suis tournée vers Kevin, en gardant ma voix égale. Ton fils vient d'insulter ma fille à un dîner de famille. Tu ne vas rien faire? Kevin haussa les épaules, désinvolte, imperturbable. Il a 13 ans. Les enfants disent des choses. Tu réagis de manière excessive. Je réagis de manière excessive? Ouais, Damien, c'est le cas. Sophie va bien. Regarde-la. Elle va bien. Mais maintenant, tu as mis Ethan mal à l'aise en l'interpellant devant tout le monde. Alors peut-être que tu devrais t'excuser. Les mots m'ont frappé comme une gifle, comme de l'eau froide, comme une porte qui claque au visage. Tu veux que je m'excuse auprès de ton fils? Ouais. Pour avoir fait une scène, pour l'avoir embarrassé. Ma mère a posé une cuillère de service sur la table avec un léger cliquetis, son sourire ne faiblissant jamais. Damien, chéri, mangeons. Ça ne vaut pas la peine de se fâcher. La famille, c'est la famille. Mon père s'est servi plus de vin, les yeux toujours baissés. J'ai regardé autour de la table, mes parents, souriant doucement comme si de rien n'était. Kevin, adossé avec ce regard suffisant, cette expression qui disait qu'il avait déjà gagné. Ethan, faisant défiler son téléphone, déjà ennuyé, déjà passé à autre chose. Sophie, fixant ses genoux, tenant son livre comme un bouclier. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas claqué de porte. J'ai juste tendu la main, pris celle de Sophie et dit 4 mots. On rentre à la maison. Kevin m'a interpellé alors que je me dirigeais vers la porte, sa voix légère, moqueuse. Sérieusement, Damien, tu vas vraiment partir pour ça? Pour rien. Je ne me suis pas retournée. J'ai aidé Sophie à monter dans la voiture. Elle est restée silencieuse tout le trajet du retour, regardant par la fenêtre. Quand nous sommes arrivés dans l'allée, elle a finalement parlé, sa voix minuscule. Papa, pourquoi mamie n'a rien dit? Je n'avais pas de réponse. Le temps que nous rentrions, la conversation de groupe familial était déjà en effervescence. Des messages de ma mère me demandant de ne pas être dramatique, de ne pas rendre les choses difficiles. Un SMS de Kevin se moquant de moi, disant que j'étais trop sensible et incapable d'accepter une blague. Mon père n'a rien envoyé. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment cette nuit-là, lisant les messages, sentant quelque chose en moi changer, quelque chose de fondamental et d'irréversible. Pas de la colère, pas de la rage, de la clarté. Je n'ai pas dormi. Chloé est rentrée vers minuit. J'étais assis sur le bord du lit, fixant mon téléphone, faisant défiler 8 années de virements bancaires, de paiement de frais de scolarité, de mensualités de location de voiture, de factures d'énergie avec l'adresse de Kevin, de primes d'assurance, de frais de scolarité pour Ethan. De cadeaux d'anniversaire que j'avais financés mais dont Kevin s'était attribué le mérite, de prêts d'urgence qui n'étaient jamais des urgences, juste un maintien de son style de vie. Elle s'est assise à côté de moi, toujours dans ses vêtements de travail, et n'a posé aucune question. Elle a juste attendu, patiente et présente comme elle l'était toujours quand j'avais besoin d'espace pour réfléchir. Il voulait que je m'excuse, ai-je finalement dit, ma voix plate, auprès d'un gamin de 13 ans qui a traité Sophie de fauchée. Kevin voulait que je m'excuse pour avoir fait une scène. La mâchoire de Chloé s'est crispée. Elle n'a rien dit, mais sa main a trouvé la mienne, chaude et ferme. J'ai continué à faire défiler. 2 000 € par mois pendant 6 ans. Ça fait 144 000 € rien qu'en frais de scolarité. La location de la voiture a ajouté 57 000 € sur 4 ans. Les factures, l'assurance, les fournitures scolaires, les prêts d'urgence qui n'étaient jamais des prêts. Tout cela s'additionnait pour atteindre un chiffre que je ne voulais pas calculer. Un chiffre qui me retournait l'estomac. Plus d'1/4 million d'euros. Et pourquoi? Pour que Kevin puisse jouer au self-made man pendant que je restais le grand frère fiable qui ne demandait jamais de reconnaissance. Pour que mes parents puissent se vanter de ses réussites lors des kermesses de l'église et des barbecues de quartier pendant que j'étais en arrière-plan. Le stable, l'ennuyeux, le portefeuille qu'il n'avait jamais à remercier. J'ai pensé au visage de Sophie à table. La façon dont elle m'avait regardé, attendant que je la protège.
La façon dont mes parents avaient souri pendant tout ce temps, prétendant que la cruauté n'était que des gamineries. La façon dont et bien sûr, voici la suite de l'histoire. Prétendant que l'humiliation n'était qu'une taquinerie inoffensive. La façon dont Kevin s'était tenu là, les bras croisés, avec un sourire narquois. J'ai pensé à toutes les réunions de famille où Kevin arrivait en retard et partait tôt. N'offrant jamais son aide pour débarrasser. Ne me demandant jamais comment s'était passée ma semaine. N'admettant jamais que la vie qu'il menait était bâtie sur mon silence et mon compte en banque. J'ai pensé à la dernière fois qu'il m'avait appelé, il y a 3 semaines. Décontracté, amical, comme si nous étions juste 2 frères prenant des nouvelles, me demandant si je pouvais couvrir une dépense imprévue. Rien de grave. Juste 500 € pour l'aider à tenir jusqu'à sa prochaine paie. Juste 500 €, mec. Je te rembourse le mois prochain. Je les avais envoyés le jour même, sans poser de questions. Il ne m'a jamais remboursé. Aucun d'eux ne l'a jamais fait. Chloé a serré ma main, son pouce dessinant des cercles sur ma paume. À quoi tu penses? J'ai fermé l'application de ma banque, ouvert mes contacts, fixé le nom de Kevin pendant un long moment, la petite photo d'icône le montrant souriant à une fête, insouciant et léger. Je pense que j'ai été invisible pendant 8 ans. Et au moment où j'ai essayé d'être vue, au moment où j'ai essayé de protéger ma fille, ils m'ont dit de m'excuser d'exister. Chloé n'a pas essayé de m'en dissuader, elle n'a pas offert de platitude ni suggéré que la nuit porterait conseil. Elle a juste hoché la tête, posé sa tête sur mon épaule et est restée silencieuse, me laissant porter le poids de ce que je venais de réaliser. Je suis restée éveillée jusqu'à l'aube, fixant le plafond, revivant chaque instant, chaque virement, chaque rire à mes dépens. Chaque fois que mes parents avaient fait l'éloge de Kevin pendant que j'étais dans la cuisine à faire la vaisselle. Chaque fois que Kevin avait appelé pour demander, juste un petit coup de main, qui s'était transformé en année de soutien silencieux. Au matin, je n'étais plus en colère. J'en avais fini. Je me suis fait porter pâle au travail. Chloé a emmené Sophie à l'école et je me suis assis à mon bureau avec un bloc-notes, une calculatrice et une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. D'abord, j'ai ressorti tous les paiements récurrents que j'avais mis en place au fil des ans. Le virement automatique pour les frais de scolarité, le prélèvement pour la location de la voiture, les factures d'énergie débitées sur ma carte de crédit, les primes d'assurance, tout. Chaque fil de soutien financier que je fournissais discrètement pendant que Kevin se construisait une image publique de self-made man. Puis j'ai commencé à passer des appels. Le service de la scolarité de l'école de commerce a été le premier. J'ai composé le numéro que j'avais appelé des dizaines de fois auparavant, toujours pour confirmer des paiements, jamais pour les annuler. Bonjour, je voudrais annuler le virement automatique pour les frais de scolarité de Kevin Harmon. Titulaire du compte, Damien Harmon. La femme au téléphone était polie, efficace, professionnelle. Elle a confirmé mon identité avec des questions de sécurité, a consulté les dossiers, et en moins de 5 minutes, le paiement prévu pour le prochain semestre était annulé. Juste comme ça. Des années de soutien effacées en quelques clics. Y a-t-il une raison à cette annulation? Une affaire personnelle. Elle n'a pas insisté. Pourquoi l'aurait-elle fait? C'était mon argent, mon compte, ma décision. Ensuite, la société de leasing automobile. Celle-ci était plus compliquée. Plus de couches de bureaucratie. Je dois me retirer en tant que co-emprunteur d'un contrat de location de véhicule. Numéro de compte se terminant par 4921. Cela a pris plus de temps. Ils m'ont transféré 2 fois. M'ont demandé des documents. M'ont expliqué le processus dans un langage juridique prudent. Je suis resté calme, j'ai fourni tout ce dont ils avaient besoin, répondu à chaque question. À midi, j'avais un email de confirmation dans ma boîte de réception. Le contrat de location de la voiture de Kevin nécessiterait un nouveau co-emprunteur dans les 30 jours, où le véhicule serait sujet à une reprise. L'Audi qu'il aimait tant disparaîtrait. Puis les factures. J'ai appelé la compagnie d'électricité, le fournisseur d'accès à Internet, le service des eaux. Chaque facture qui portait mon nom ou ma carte de crédit à l'adresse de Kevin.
J'ai supprimé mes informations de paiement, demandé la clôture du compte ou le transfert au résident principal. Le titulaire principal du compte devra mettre en place de nouvelles méthodes de paiement. Compris. C'est sa responsabilité maintenant. À 14 heures, j'avais annulé ou retiré 11 paiements récurrents. J'ai envoyé des avis de résiliation à l'école privée d'Ethan, expliquant dans un langage poli et professionnel que je ne couvrirai plus ces frais avec effet immédiat. J'ai contacté la compagnie d'assurance et retiré le véhicule de Kevin de ma police, voyant des années de couverture disparaître avec quelques formulaires. Je n'ai pas appelé Kevin. Je n'ai pas envoyé de message. Je n'ai pas expliqué ni justifié, ni ne lui ai donné une chance de discuter ou de me culpabiliser pour me faire changer d'avis. Je me suis simplement retiré, silencieusement, complètement. Chloé est rentrée à la maison alors que je rédigeais un email à l'agence immobilière où vivait Kevin. Je m'étais porté garant pour son bail il y a 2 ans quand il avait eu besoin d'aide pour être accepté dans le bel appartement qu'il voulait. Elle a posé son sac, a regardé mon écran et a haussé un sourcil. Tu le fais vraiment? Je le fais vraiment. Bien. Elle n'a pas essayé de m'arrêter. Elle n'a pas suggéré que j'y réfléchisse ou que je lui donne une chance de s'expliquer. Elle m'a juste embrassé sur le front et est allée préparer le dîner. Son soutien, silencieux mais absolu. Le soir, j'avais envoyé 14 avis d'annulation, demande de retrait et lettre de résiliation de caution. J'ai tout documenté, sauvegardé les confirmations, fait des captures d'écran, construit une trace écrite qui prouvait que j'avais tout fait dans les règles, tout légalement, tout correctement. Kevin ne le savait pas encore, mais il l'apprendrait bientôt. Je me suis adossée à ma chaise, fixant la boîte de réception vide, les portails de paiement fermés, les documents finalisés. Un calme étrange s'est installé en moi. Pas de la satisfaction, pas de la vengeance, juste la paix. Pour la première fois en 8 ans, je n'envoyais pas d'argent. Je ne couvrais pas de factures. Je ne résolvais pas des problèmes qui n'étaient pas les miens. J'en avais juste fini. L'appel est arrivé à 14 heures le mardi. Le nom de Kevin s'est affiché sur l'écran de mon téléphone. J'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre, le laissant mariner dans l'incertitude, le laissant se demander si j'allais décrocher. Damien, qu'est-ce qui se passe, bordel? Sa voix était sèche, confuse, pas encore en colère, juste déstabilisé comme s'il avait découvert un problème qu'il ne comprenait pas. De quoi tu parles? Je viens de recevoir un email de l'école. Ils disent que mon paiement pour les frais de scolarité du prochain semestre a été annulé. Et la société de leasing m'a appelé ce matin en disant que j'ai besoin d'un nouveau co-emprunteur avant la fin du mois. C'est toi qui as fait ça? Je me suis assis sur le canapé, j'ai mis le téléphone sur haut-parleur et j'ai gardé ma voix calme, mesurée, vide d'émotion. Oui, c'est moi. Silence. Puis, lentement, sa confusion s'est transformée en incrédulité, puis en quelque chose qui ressemblait à de la panique. Pourquoi? Parce que je ne paie plus pour ta vie. Tu es sérieux? Complètement. Damien, c'est de la folie. Tu ne peux pas tout annuler comme ça sans m'en parler d'abord. J'ai des factures. J'ai des engagements. Les frais de scolarité d'Ethan sont dus le mois prochain. Alors paie-les. Un autre silence. Plus long cette fois. Je pouvais l'entendre respirer, réfléchir, essayer de trouver comment tourner ça à son avantage. C'est à cause de dimanche, n'est-ce pas? À cause d'une stupide dispute d'enfant. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'en avais pas besoin. Ton fils a traité ma fille de fauchée. Tu m'as dit de m'excuser. Papa et maman sont restés là à sourire. Alors oui, Kevin, c'est à cause de dimanche, mais c'est aussi à cause des 8 dernières années. De quoi tu parles? Je parle de 144 000 € de frais de scolarité, de 57 000 € de location de voiture, de milliers d'autres en factures, assurance, frais de scolarité. Je parle d'avoir été ton distributeur automatique pendant près d'une décennie pendant que tu jouais à l'homme d'affaires qui s'est fait tout seul. La voix de Kevin a changé, toujours sur la défensive, mais maintenant avec une pointe de panique qui s'insinuait. J'allais te rembourser. Tu le sais. Quand les choses se seraient calmées,
quand j'aurai pris de l'avance. Tu as un MBA, Kevin. Tu as un travail depuis 3 ans. Tu as acheté une télé de 70 pouces le mois dernier. Tu as emmené Ethan à Disneyland cet été. Quand exactement comptais-tu me rembourser? Il n'a pas répondu. Le silence s'est étiré, rempli de tout ce qu'il ne pouvait pas dire. Voilà ce qui va se passer. J'ai annulé tous les paiements récurrents que je faisais en ton nom. Ton virement automatique pour les frais de scolarité est terminé. Ta location de voiture a besoin d'un nouveau co-emprunteur avant la fin du mois où ils la reprendront. Tes factures sont en cours de transfert hors de mon nom. Ton bail d'appartement aura besoin d'un nouveau garant lors de son renouvellement. L'école d'Ethan vient d'être informée que je ne couvre plus ses frais. Tu ne peux pas faire ça. Je viens de le faire. Damien, tu vas tout ruiner. Mon crédit, ma voiture, l'éducation d'Ethan. Tu vas sérieusement détruire ma vie pour une dispute à un dîner. Je ne détruis rien, Kevin. Je me retire simplement. C'est toi qui as dit que tu t'étais fait tout seul, non? Alors fais-le toi-même. Tu es mesquin. Non, j'en ai fini. J'ai raccroché. Le téléphone a sonné à nouveau immédiatement. J'ai refusé l'appel. Il a sonné encore. Refusé à nouveau. Refusé. Puis les SMS ont commencé à pleuvoir. C'est ridicule. Tu réagis de manière excessive. Maman et papa vont t'entendre parler de ça. Tu vas le regretter. J'ai éteint mon téléphone, l'ai posé face contre la table basse et j'ai expiré lentement. Chloé se tenait dans l'embrasure de la porte, me regardant avec une fierté tranquille. Ça va? J'ai hoché la tête. Oui, ça va. Et pour la première fois en 8 ans, c'était vraiment le cas. J'ai passé la matinée du mercredi à monter un dossier que je n'avais jamais demandé à faire. Pas un dossier juridique, juste de la documentation, des preuves. Un enregistrement de 8 années de soutien invisible que je pourrais présenter si quelqu'un, mes parents en particulier, essayait de me faire passer pour le méchant de l'histoire, essayait de réécrire l'histoire et de me faire porter le chapeau. J'ai commencé par les relevés bancaires. Je me suis connecté à chaque compte, j'ai téléchargé les historiques de transactions remontant au premier virement que j'avais envoyé à Kevin. Septembre 2016, 2000 € avec un libellé qui disait « MBA scolarité », premier versement. Je me souvenais d'avoir tapé ce libellé, de m'être senti fier de pouvoir aider mon petit frère à poursuivre ses rêves. J'ai créé un tableur, date, montant, motif, destinataire. Chaque ligne représentait de l'argent que j'avais envoyé, croyant que c'était une aide temporaire. Chaque ligne représentait une promesse qui n'a jamais été tenue, un merci qui n'est jamais venu, un remboursement qui ne s'est jamais matérialisé. Frais de scolarité, virement pour la location de voiture, facture d'énergie, prime d'assurance, prêt d'urgence, cadeau d'anniversaire, dépenses de vacances, tickets modérateurs, fournitures scolaires d'Ethan, frais de colonie de vacances, caution pour des meubles, dépôt de garantie. Les chiffres grimpaient régulièrement, mois après mois, année après année. Un flux incessant de soutien financier que personne ne reconnaissait. Au moment où j'ai terminé le premier onglet, le total s'affichait au bas de la colonne comme un coup de marteau de juge, comme un verdict que je ne pouvais ignorer. 268 412 €. Je l'ai fixé pendant un long moment, la bouche sèche, les mains tremblant légèrement. C'était un apport pour une maison. C'était le fonds d'études de Sophie, 2 fois. C'était de l'épargne pour une retraite anticipée. C'était des vacances que Chloé et moi n'avions jamais prises parce que nous étions responsables. C'était une vie que nous aurions pu vivre si je n'avais pas discrètement financé les rêves de quelqu'un d'autre. Je suis passé au deuxième onglet. Confirmation par email. Chaque reçu de paiement de frais de scolarité de l'école. Chaque confirmation de paiement de location de la société automobile. Chaque facture d'énergie avec mon numéro de carte de crédit. Chaque police d'assurance avec le nom de Kevin listé sous mon compte. Chaque relevé de frais de scolarité montrant mon nom comme payeur. Je les ai tous sauvegardés, en ai imprimé certains, les ai organisés dans un dossier étiqueté « Historique financier 2016 à 2024 ». La pile de papier est devenue épaisse,
indéniable, un poids physique qui correspondait au fardeau émotionnel que je portais. Puis j'ai sorti les SMS. Des années de demandes désinvoltes qui semblaient maintenant différentes avec le recul, calculées d'une manière que je n'avais pas vue auparavant. Et, tu peux couvrir les factures ce mois-ci? Juste en cash. Besoin de 500 pour le voyage scolaire d'Ethan. Je te rembourse vendredi. L'assurance auto est due. Tu peux t'en occuper? J'ai fait défiler 8 années de « je te rembourse », de « juste cette fois » et de « j'apprécie vraiment, mec ». Aucune de ces promesses ne s'était jamais matérialisée en remboursement. Pas une seule, pas un seul euro rendu. Pas une seule reconnaissance de la dette. J'ai fait des captures d'écran, les ai sauvegardées dans un dossier cloud, les ai sauvegardées sur un disque dur externe, j'ai créé des redondances parce que je connaissais Kevin, je connaissais mes parents, je savais qu'ils essaieraient de nier, de minimiser ou de me manipuler pour me faire croire que je me souvenais mal des choses. Puis j'ai ouvert la conversation de groupe de la famille. J'ai remonté les années. Des messages d'anniversaire où mes parents félicitaient Kevin pour ses réussites. Des photos de vacances où Kevin posait devant l'Audi que je payais. Des photos de voyages financés par de l'argent qu'il n'avait pas gagné. Des publications sur les réussites de l'école privée d'Ethan, payées avec mes virements. Je n'ai pas fait de capture d'écran de celle-là. Je n'en avais pas besoin. J'avais juste besoin de me souvenir. De garder les preuves fraîches dans mon esprit pour quand ils essaieraient de me faire sentir coupable. D'essayer de faire de moi le méchant pour avoir fixé des limites. Chloé a frappé à la porte du bureau vers midi, portant un sandwich et une bouteille d'eau. Tu es là-dedans depuis 4 heures. J'ai presque fini. Elle a posé l'assiette, a jeté un œil à mon écran, son expression indéchiffrable. C'est beaucoup d'argent. Ouais. Ça va? J'ai fermé l'ordinateur portable, me suis frotté les yeux. Je réalise que j'ai financé la vie de quelqu'un d'autre tout en investissant à peine dans la mienne. Pendant que nous vivions dans un appartement modeste, conduisions des voitures d'occasion et sautions des vacances, Kevin vivait comme s'il avait réussi. Et tout cela était bâti sur mon silence. Chloé s'est assise sur le bord du bureau, sa main trouvant la mienne. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Rien. Sauf s'ils insistent. Si Kevin ou mes parents essaient de me faire passer pour le méchant, je leur montrerai exactement ce que j'ai porté pendant les 8 dernières années. Et s'ils n'insistent pas, alors je m'en vais tranquillement et je laisse les conséquences leur apprendre ce que je n'ai pas pu. Elle m'a embrassé sur le front et a laissé le sandwich. J'ai passé le reste de la journée à tout finaliser. J'ai imprimé une copie maîtresse des dossiers financiers, les relier avec une couverture noire et les ranger dans le tiroir de mon bureau. Je me suis envoyé des copies par email. J'ai tout sauvegardé 2 fois, 3 fois, en m'assurant que rien ne puisse être perdu ou supprimé. Le soir, j'avais une archive complète de chaque euro, de chaque faveur, de chaque sacrifice silencieux. Un enregistrement de 8 années de travail invisible. Je ne prévoyais de le montrer à personne, mais si Kevin ou mes parents essayaient de réécrire l'histoire, j'aurais les preuves pour rétablir la vérité. J'ai fermé l'ordinateur portable, éteint la lampe de bureau et suis entrée dans le salon où Sophie lisait son livre, en sécurité et non dérangée par le chaos que je démantelais tranquillement à l'autre bout de la ville. Elle a levé les yeux et a souri, innocente et confiante. « Papa, tu peux m'aider pour mes devoirs plus tard? » « Bien sûr, ma chérie. » Et juste comme ça, le reste du monde a disparu. L'effondrement a commencé le jeudi matin. Je n'en ai pas été le témoin direct. J'en ai seulement entendu parler par des SMS frénétiques, des messages vocaux et un appel paniqué de ma mère vers midi, sa voix aiguë et tremblante. Le monde de Kevin a commencé à s'effondrer à 8h47 quand sa connexion Internet a lâché au milieu d'une réunion ou avec un client. Il présentait des projections trimestrielles, son écran partageant des graphiques et des tableurs quand tout est devenu noir. Il a appelé le fournisseur, irrité, supposant que c'était une panne de service, composant déjà une plainte dans sa tête. Le représentant a calmement expliqué que le compte avait été fermé pour non-paiement et suppression du mode de paiement enregistré. Mais j'ai un prélèvement automatique.
Le prélèvement automatique était lié à une carte de crédit qui n'est plus active sur ce compte, monsieur. Nous avons envoyé un avis à l'adresse email de facturation il y a 3 jours. Kevin n'avait pas accès à cet email. C'était le mien. À 9h15, son électricité a été coupée. Il a appelé la compagnie d'électricité depuis son portable, arpentant son appartement sombre, regardant la batterie de son ordinateur portable se vider. Même histoire. Compte fermé, mode de paiement supprimé. Ils avaient envoyé un avis à l'adresse email de facturation, qui était la mienne, 3 jours plus tôt. Le service resterait suspendu jusqu'à ce qu'un nouveau compte soit créé et qu'une caution soit versée. À 10h30, l'école d'Ethan a appelé. Le paiement des frais de scolarité pour le semestre avait été rejeté. Ils avaient besoin d'un paiement immédiat ou Ethan serait retiré de l'école d'ici la fin de la semaine. Le montant dû, 12 000 €. Kevin ne les avait pas. Il vivait au jour le jour avec son salaire, utilisant des cartes de crédit pour combler les trous, supposant toujours que le filet de sécurité invisible sous lui rattraperait toute chute. Le filet avait disparu. À 11h, la société de leasing a laissé un message vocal. Comme le co-emprunteur s'était retiré et que le score de crédit de Kevin ne répondait pas au seuil pour une approbation en solo, ils avaient besoin que le véhicule soit restitué dans les 7 jours où ils entameraient une procédure de reprise. Le non-respect entraînerait des frais supplémentaires et d'éventuelles poursuites judiciaires. Kevin m'a appelé 17 fois entre 11h15 et midi. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé le téléphone s'allumer, vibrer, se taire, encore et encore. Puis ma mère a appelé. Damien, mon chéri, qu'est-ce qui se passe? Kevin vient de m'appeler en larmes. Il dit que tu as annulé toutes ses factures. C'est vrai? J'étais assis à mon bureau en train de déjeuner, regardant les emails arriver. Confirmation de résiliation de bail. Confirmation d'annulation de police d'assurance. Confirmation de clôture de compte. Chacun était une petite victoire. Un petit morceau de liberté. Oui, maman. C'est vrai. Pourquoi ferais-tu ça? C'est ton frère. Parce que j'ai payé pour sa vie pendant 8 ans et que j'en ai fini. Damien, c'est extrême. Tu ne peux pas le couper comme ça. Il a un enfant. Alors il aurait dû y penser avant de laisser son enfant insulter le mien et d'exiger que je m'excuse de l'avoir défendu. Silence. Chérie, ce n'était que des gamineries. Kevin ne le pensait pas. C'est ça le problème, maman. Aucun de vous ne pense jamais que Kevin pense ce qu'il fait. Mais c'est moi qui ai couvert son loyer, ses frais de scolarité, sa voiture, ses factures, les frais de scolarité de son fils. J'ai payé pour sa vie pendant qu'il s'attribuait tout le mérite. Et quand j'ai demandé un respect élémentaire, une décence de base, vous avez tous souri et m'avez dit que je réagissais de manière excessive. Ce n'est pas juste. Tu as raison. Ce n'est pas juste. Ça n'a pas été juste depuis 8 ans. J'ai raccroché. La conversation de groupe de la famille a explosé en quelques minutes. Je l'ai réactivé juste assez longtemps pour assister au chaos. Kevin, Damien vient de ruiner ma vie. Appelez-le et faites-le réparer ça. Maman, Damien, s'il te plaît, reconsidère. Kevin a des difficultés. Papa, c'est entre vous deux. Réglez ça comme des adultes. Kevin, je vais perdre ma voiture. Ethan va être viré de l'école. Le courant est coupé. C'est toi qui as fait ça. J'ai de nouveau mis la conversation en sourdine. Le jeudi soir, Kevin avait publié sur les réseaux sociaux un message vague et auto-apitoyé sur la trahison familiale, les gens qui montrent leur vrai visage et la découverte de qui est vraiment là pour vous. La section des commentaires s'est remplie de sympathie de la part de personnes qui n'avaient aucune idée qu'il vivait d'argent emprunté depuis près d'une décennie. Des gens qui croyaient à l'image soigneusement construite qu'il avait créée. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas participé. Je n'ai pas expliqué. J'ai juste observé l'effondrement à distance, calme et détaché, ne ressentant rien d'autre qu'un soulagement tranquille. Chloé s'est assise à côté de moi sur le canapé, lisant les messages par-dessus mon épaule. Il est en train de perdre pied. Ouais.
Tu te sens mal? J'y ai pensé. Vraiment pensé. J'ai cherché en moi de la culpabilité, du regret ou de la sympathie. Non. Je me sens libre. Vendredi matin, Kevin s'est présenté à mon appartement. Je l'ai vu à travers le judas. Il avait l'air épuisé, mal rasé, les vêtements froissés, des cernes sous les yeux. L'Audi était garée sur la place des visiteurs, probablement l'une des dernières fois qu'il la conduirait avant que l'équipe de reprise n'arrive. Il a frappé, puis frappé à nouveau, puis a appuyé sur la sonnette 3 fois de suite, chaque sonnerie plus désespérée que la précédente. Je n'ai pas ouvert la porte. Il a finalement laissé un message vocal, sa voix se brisant. « Damien, je sais que tu es là. On doit parler. » J'ai compris. « D'accord, j'ai merdé, mais tu ne peux pas faire ça. Je vais tout perdre. S'il te plaît, rappelle-moi. » J'ai supprimé le message vocal. Sophie est entrée dans le salon, tenant son livre, inconsciente du drame qui se déroulait. « C'était tonton Kevin ? » ?»« Oui. »« Tu vas lui parler ?» Je me suis agenouillée, j'ai écarté ses cheveux de son visage, j'ai regardé dans ses yeux innocents. « Pas maintenant, ma chérie. » Elle a hoché la tête, m'a serré fort dans ses bras et est retournée à sa lecture. Kevin ne s'est jamais excusé pour ce qu'Ethan avait dit. Il n'a jamais reconnu les 8 années de soutien silencieux. Il voulait juste que l'argent revienne, que le filet de sécurité soit restauré, que tout redevienne comme avant. Et cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. 3 semaines après que j'ai tout coupé, la poussière a commencé à retomber. La voiture de Kevin a été saisie un mardi après-midi. Je ne l'ai pas vu se produire, mais ma mère a appelé pour me le dire, sa voix épaisse de déception, lourde de reproches. Elle ne m'a pas demandé de réparer les choses. Elle voulait juste que je sache que j'étais allé trop loin. Je n'ai pas discuté. J'ai juste écouté, n'ai rien dit, et les laissé raccrocher. Ethan a été retiré de l'école privée. Kevin l'a inscrit à l'école publique locale, qui était parfaitement correcte, mais n'avait pas le prestige que Kevin affichait sur les réseaux sociaux. Les publications sur l'éducation d'élite d'Ethan ont discrètement disparu de son fil, remplacées par le silence. Le renouvellement du bail de l'appartement est arrivé, et sans moi comme garant, Kevin n'a pas pu se qualifier. Il a déménagé dans un endroit plus petit à l'autre bout de la ville, plus loin de mes parents, plus près de son bureau. Pas de commodité, pas de salle de sport, pas de parking réservé. Mes parents ont cessé de m'inviter au dîner du dimanche. Pas explicitement. Ils ont juste arrêté d'envoyer des SMS, d'appeler. La conversation de groupe de la famille est devenue silencieuse pour moi, bien que je sois sûre qu'ils en ont commencé une nouvelle sans mon numéro. Je ne les ai pas poursuivis. Chloé et moi avons emmené Sophie à la plage un samedi. Nous avons passé l'après-midi à ramasser des coquillages, à manger des glaces, à regarder les vagues déferler. Sophie riait plus fort que je ne l'avais entendue depuis des mois. Elle n'a pas posé de questions sur Kevin. Elle n'a pas posé de questions sur mamie et papy. Elle a juste demandé si nous pouvions revenir le week-end prochain. Un dimanche soir tranquille, j'étais assis sur le balcon avec une tasse de café, regardant le soleil se coucher sur le quartier. Mon téléphone a vibré une fois. Un SMS de Kevin. J'espère que tu es heureux. Tu as tout détruit. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai tapé une réponse. Je n'ai rien détruit. J'ai juste arrêté de construire ta vie à ta place. J'ai appuyé sur envoyer, puis j'ai bloqué son numéro. Chloé m'a rejoint sur le balcon, a enroulé une couverture autour de mes épaules. Ça va? Oui, vraiment. Pas de regrets? J'ai pensé à l'argent, aux années, au travail invisible, au sacrifice silencieux. Puis j'ai pensé au rire de Sophie à la plage, à la paix dans notre maison, au poids qui s'était levé de ma poitrine au moment où j'ai arrêté de porter la vie de Kevin sur mon dos. Aucun regret. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, regardant le ciel passer de l'orange au rose, puis au violet profond. Pendant 8 ans, j'avais été le filet de sécurité sous la vie de quelqu'un d'autre. Le portefeuille qu'il ne remerciait jamais. Le système de soutien qu'il prenait pour acquis. Maintenant,
j'étais juste Damien, mari, père, analyste financier, un homme qui avait appris à ses dépens que la famille ne se résume pas à qui prend de vous. C'est qui vous voit. Et les personnes qui me voyaient vraiment étaient assises à côté de moi sur ce balcon, vivant dans cet appartement modeste, me choisissant chaque jour. Kevin pouvait se débrouiller seul maintenant. J'en avais fini d'être invisible.